Fait. Mais bon après-midi à tous. Malgré ce temps pluvieux, je suis ravie d'être ici avec vous, malheureusement en version en distanciel. Euh, je voudrais tout d'abord remercier l'Académie royale de Belgique et le Collège de Belgique de nous avoir donné la possibilité d'aborder un sujet qui nous passionne, la douleur et les troubles neuromusculo-squelettiques. On a déjà abordé ce projet la semaine passée et je vais regarder le projet. Donc, le projet Nomade est un projet financé par l'instance Interreg. Donc, c'est un projet européen, un projet transfrontalier entre la Flandre, la Wallonie et la France. On a eu le professeur Laurence Ries qui a abordé la douleur dans mon corps ou dans ma tête la semaine passée. Aujourd'hui, on va parler de l'activité physique comme possibilité dans la gestion de la douleur. Demain, le professeur Frédéric Tellier de l'Université Picardie Jules Verne va parler des troubles physiques d'origine psychosociale. Et finalement, d'ici 15 jours, nous aurons le docteur Fabien Buisseret et le docteur Frédéric Déric qui vont parler d'un aspect plus technique ou plus technologique. Capteur, ce mouvement est-il déconseillé? Donc, je travaille à l'université d'Anvers, qui est tout à fait au nord de la Belgique. On a déjà eu le professeur Laurence Ries de l'université de Mons. Et donc, demain, nous aurons le professeur Frédéric Tellier d'Amiens. Et donc, c'est bien une collaboration entre la France et la Belgique qui nous a permis d'établir ce cycle de conférences. Voici Laurence Ries et voici l'activité physique comme antidouleur. Alors, pour aujourd'hui, ce que je vous propose comme programme, c'est d'abord de reparler un petit peu de la douleur. Quelques chiffres, comment peut-on évaluer la douleur en clinique? On a parlé de la neurophysiologie de la douleur la semaine passée, mais ici, on va parler plus du point de vue du patient. Qu'est-ce qui est important chez le patient? Que faut-il faire? Que faut-il évaluer? Pour après parler de la prise en charge et en particulier de l'activité physique, car c'est une possibilité dans la gestion de la douleur et vous allez voir que c'est une possibilité qui a de l'effet. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les sponsors. Donc, à côté de Interreg, on a eu la possibilité d'avoir un financement ou différents financements, mais je n'ai pas de conflit d'intérêt avec ces financements. Et donc, on va parler de la douleur, d'abord la différenciation entre la douleur aiguë et la douleur chronique. Alors, la douleur aiguë, si vous avez ici l'image du monsieur qui s'est foulé la cheville, c'est quelque chose que vous connaissez bien, qui apparaît au quotidien et qui va disparaître au fil de quelques jours ou semaines. Par contre, quand la douleur reste, on parle de douleur persistante ou douleur chronique, et là, elle devient un réel problème au quotidien parce qu'elle va interférer avec toute une série d'activités au quotidien. Donc, le travail, les tâches ménagères, les relations, mais aussi, par exemple, les voyages, ça va devenir compliqué pour ces patients. Je n'ai malheureusement pas une bonne nouvelle pour vous parce que la prévalence de la douleur va augmenter au plus qu'on prend de l'âge. Donc ici, vous avez la prévalence entre 0 et 100% et vous avez les différentes catégories d'âge et vous voyez que pour quelqu'un de ma catégorie d'âge, donc entre 40 et 50 ans, on parle d'une prévalence de 50% chez les femmes et un peu moins chez les hommes. Les hommes, malheureusement, vous allez prendre plus de poids dans les années à venir. Donc, vous allez voir que la prévalence va augmenter dans les deux sexes, mais aussi en particulier chez les hommes. Donc, la douleur, ça va nous arriver un jour. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire quelque chose. Alors, l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'à cause de la pandémie du Covid, on s'attend à une énorme augmentation de la prévalence de la douleur chronique. Et donc, les experts sont déjà en train de sensibiliser les scientifiques pour essayer de trouver plus de solutions parce que une des effets secondaires de cette maladie, c'est non seulement la fatigue et une incapacité fonctionnelle, mais donc aussi une douleur chronique. Alors, vous vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce que c'est que ce séminaire avec que des mauvaises nouvelles? Comme je vous ai dit, il y en a aussi des bonnes. Mais pour ça, il faut vraiment bien comprendre un type de douleur n'est pas un autre et tout comme on peut différencier différents mécanismes sous-jacents à la douleur chez par exemple des patientes, des femmes qui se présentent aux soins en urgence avec une douleur des crampes au ventre, il y en a peut-être une qui fait une appendicite, il y en a une autre qui fait une gastro-entérite et la troisième est enceinte et sur le point d'accoucher. Vous imaginez bien que le
traitement sera très différent. Alors, dans l'évaluation des douleurs ou les troubles neuromusculosquelettiques, c'est pareil. Donc, on a 3 patients qui peuvent avoir une même image clinique, mais où la prise en charge va être totalement différente. Et de là, l'importance de bien évaluer la douleur et pas seulement l'intensité de la douleur qui n'est qu'un paramètre. Donc, si on reprend la définition de la douleur, alors certains patients vont nous dire que c'est un groupe de symptômes, mais pas seulement des symptômes sensoriels. Il s'agit aussi d'émotions, c'est logique, personne n'aime avoir mal, qui vont vraiment interférer avec le travail, avec les relations, avec les activités au quotidien. Et donc, on parle de douleur comme cycle de douleur parce qu'il ne s'agit pas seulement de cette sensation, mais il va y avoir toute une série de réactions. Par exemple, vous avez une douleur dans le mollet ou dans le genou, vous allez peut-être avoir une crampe qui va essayer de protéger votre articulation. Au terme, il peut y avoir une inflammation. L'amplitude du mouvement va diminuer, vous allez avoir une faiblesse musculaire, vous n'allez plus savoir monter l'escalier ou descendre l'escalier, et il peut y avoir toute une série d'émotions. On parle de frustration, mais aussi parfois de peur. J'ai peut-être oublié de vous dire que mes slides sont en anglais. Je m'en excuse, mais c'est parce que je donne cours en 3 langues et sinon je passe mon temps à traduire les slides. Mais je vais essayer de bien vous guider à travers ces slides. On parle aussi de cycle d'inactivité parce qu'à cause de la douleur, on va diminuer les activités au quotidien et on va avoir un autre souci, c'est ce souci d'inactivité aussi qui peut devenir chronique. Et donc finalement, cette chronicité va persister et va changer la qualité de vie, va pouvoir interférer avec entre autres le sommeil. Et donc on est vraiment dans un cercle vicieux de la douleur qui pourrit le quotidien de ces patients. Donc même si ce n'est pas quelque chose qui met en danger la personne quand on parle de douleur, c'est quelque chose qui est très embêtant au quotidien. Quand on parle de cause de la douleur, d'origine de la douleur, très souvent, dans le passé, on a essayé de pointer une structure. Donc, on a essayé de voir à l'intérieur, par exemple, des articulations, ce qui cause cette douleur. Et par exemple, dans l'arthrose du genou, on a vu que chez certains patients, le cartilage était abîmé, l'articulation était abîmée. Chez d'autres patients avec une hernie discale, on a vu que le nerf était irrité et on a vraiment localisé la douleur là. Donc la douleur, la cause de la douleur ou l'origine de la douleur, on a pensé que c'était un problème local, là où là ça fait mal. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on s'est rendu compte qu'on s'est au fait trompé. Et donc l'image qu'on voit dans certains livres d'orthopédie où on met pain, donc la douleur qui se trouve ici dans le nerf, on va voir que c'est pas correct. Et le professeur Laurence Ries l'a déjà abordé la semaine passée. Mais donc, on parle dans certains cas d'un endommagement tissulaire qui cause une douleur. Et donc, quand je reprends l'entorse de la cheville où vous voyez un hématome, donc un bleu, vous pouvez penser à une fracture ou à cette irritation du nerf. Parfois, on voit vraiment un endommagement tissulaire qui est apparent sur imagerie médicale ou dans l'évaluation clinique. Mais parfois, on a aussi un endommagement tissulaire sans douleur, ce que vous voyez ici à gauche. Donc, dans certaines cultures, on peut vraiment avoir ce qu'on appelle un endommagement tissulaire d'un point de vue médical. Donc, on a ici une oreille qui est quand même largement perforée, qui n'est pas associée à la douleur parce que c'est par exemple un rite culturel. Et d'autre part, nous avons des patients qui ont des douleurs, que ce soit des douleurs à la tête ou dans le bas du dos. Chez ces patients, on n'observe pas d'endommagement tissulaire. Donc, quand on parle d'endommagement tissulaire et douleur, ce ne sont pas des synonymes. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un endommagement tissulaire pour avoir mal. Et donc, le professeur Laurence Ries a bien expliqué la semaine passée ce qui se passait à l'intérieur du corps. Donc, il y a un signal électrique qui va informer le cerveau d'une activité. Et donc, cette voie rouge que vous voyez ici, elle va permettre à l'information d'être envoyée vers le cerveau, mais pas toute information de la périphérie va arriver jusqu'au cerveau. Vous voyez ici, dans la moelle épinière, il est mis dorsal horn, c'est une partie dans la moelle épinière où il y a un contact qui peut se faire, et on va voir que le CISCOR dispose d'un système très, très, très performant pour diminuer cette transmission d'informations dans la moelle épinière. Donc, pas tout signal qui vient de la périphérie va être envoyé vers le cerveau. Alors,
Si le message n'arrive pas jusqu'au cerveau, le patient ou la personne ne va pas ressentir de douleur. Donc, c'est pour ça qu'en boutade, on dit no brain, no pain. Vous n'avez pas de cerveau, vous n'avez pas de douleur. Bon, alors malheureusement, je n'ai pas encore vu beaucoup de patients dans cet état-là, mais le signal doit vraiment arriver jusqu'au cerveau pour qu'on ressente quelque chose. Le signal, une fois qu'il arrive dans le cerveau, il va être interprété par différentes parties du cerveau. Donc pendant longtemps, on a cherché un endroit dans le cerveau qui était la partie liée à la douleur. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un endroit dans le cerveau, mais beaucoup d'endroits dans le cerveau qui pouvaient être activés à cause de ce courant électrique. Et donc, on parle de la matrice de la douleur, en anglais Brain Neuromatrix ou Pain Neuromatrix, pour bien montrer qu'il y a différentes parties du cerveau qui sont impliquées dans l'interprétation de l'information. Et donc, vous voyez ici une coupe transversale du cerveau et vous avez en premier lieu le cortex sensoriel et vous devez vous imaginer ce cortex sensoriel comme un endroit où différentes parties sont représentées dans ce cerveau. Donc, ça a été abordé la semaine passée et ce n'est que, pour reprendre l'exemple de l'entorse de la cheville, une fois que l'information arrive au cerveau à cet endroit-ci, qu'il va y avoir une activité à la hauteur de la cheville, mais dans le cerveau, que le patient va ressentir une douleur dans la cheville, dans son pied. Mais donc, il faut qu'il y ait vraiment une activité du cortex sensoriel du cerveau pour que le patient ressente ces douleurs à cet endroit-là. Et inversement, par exemple, dans les douleurs fantômes, ça a été abordé la semaine passée aussi, on a amputé le pied du patient, mais on n'a pas amputé son cerveau. Donc, il peut toujours y avoir une activité dans le cerveau qui est perçue par le patient comme étant une douleur dans le membre qui a été amputé. Et donc, le cortex sensoriel, c'est la première partie qui est activée dans le cerveau et qui nous donne une idée de l'intensité de la douleur et de la localisation des symptômes, l'endroit où ça fait mal. Alors, si le cerveau pouvait se limiter à ça, ce serait déjà pas mal, mais le cerveau ne fait pas ça. Le cerveau va aussi activer ce que nous appelons le cortex préfrontal, donc en anglais prefrontal cortex ou PFC. Et dans cette partie du cerveau, on a certaines idées, certaines croyances, certaines idées par rapport à ce qui cause ces douleurs, ce qui contribue à sa douleur. Et là aussi, on associe la rumination. Donc, si le patient se pose la question, mais pourquoi est-ce que j'ai mal? Pourquoi est-ce que cette douleur n'est pas partie? Pourquoi est-ce que je ne vais pas mieux? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Est-ce qu'un jour, cette douleur va disparaître? Tout ça sont des pensées qui peuvent être présentes chez le patient. Et on va voir qu'au plus que le patient a ses pensées, ses croyances, au plus qu'il y a de l'activité dans le cortex préfrontal, au plus qu'on va pouvoir maintenir cet état peut-être douloureux. Donc, on s'est rendu compte qu'à côté du cortex sensoriel, le cortex préfrontal était vraiment une partie cruciale dans l'information quand il s'agit d'interprétation de signaux ou de messages de danger. Et comme si ça ne suffisait pas, on a encore deux autres parties du cerveau qui peuvent être activées et qui sont plus liées à des émotions. Donc vous voyez l'aspect fun qui est barré. Il n'y a pas beaucoup de gens qui trouvent que c'est chouette d'avoir mal, donc on associe la douleur à quelque chose de désagréable. Et certains patients vont aussi se poser la question si cette douleur un jour va disparaître et vont avoir peur, vont avoir une certaine anxiété par rapport à leur futur, ce qui est tout à fait logique. Si vous avez la possibilité d'avoir un travail intéressant, une famille, des relations qui vous épanouissent, et du jour au lendemain, vous avez mal, et cette douleur vous fatigue, cette douleur vous préoccupe l'esprit, vous vous posez la question si vous allez pouvoir retravailler. C'est normal que les patients s'en font. Donc, on s'est rendu compte les 15 dernières années, grâce aux travaux des scientifiques dans les neurosciences, que le cerveau joue un rôle important, disons crucial, dans l'interprétation des signaux. Alors, le corps dispose d'une voie qu'on appelle la voie descendante et qui est mise en bleu dans cette slide. Donc, c'est une voie qui part du cerveau et qui va quelque part régler la transmission d'informations dans la corne dorsale. Donc ici, vous voyez cette voie bleue qui arrive dans la corne dorsale, mais il faut s'imaginer qu'elle va arriver là où il y a le petit point noir du dorsal horn, parce que cette voie bleue va pouvoir permettre de réguler et de décider si l'information
de périphérie, donc de membres ou de quelque part dans le corps, va être envoyé vers le cerveau. Et on parle de mécanisme de contrôle de la douleur. Donc, c'est un mécanisme dont le corps dispose pour contrôler quelque part la douleur. Et vous voyez les deux mots inhibition et facilitation sur cette slide. Donc, ça veut dire que la voie bleue, elle peut, en fonction comme une balance, être plus en mode d'inhibition ou elle peut être en mode de facilitation. Donc, ce n'est pas une voie avec une activité constante. Il va y avoir une espèce de modulation. Ça va pouvoir permettre d'inhiber les informations. Inhiber, ça veut dire bloquer l'information. Ou au contraire, c'est comme si elle crée une amplification de l'information. Donc, cette voie bleue, c'est probablement une des voies les plus importantes dans la gestion de la douleur, mais elle peut faire deux activités, on va dire, complètement opposées. Si on prend donc cette voie bleue comme étant une espèce de balance entre l'inhibition et la facilitation, et vous allez tout de suite comprendre l'importance de bien voir comment cette voie bleue fonctionne chez un patient, parce que l'inhibition, c'est au fait ça ce qu'elle devrait faire. Ça veut dire ne pas laisser passer toute information vers le cerveau. Imaginez, vous avez des chaussettes, il y a un toucher entre votre chaussette et votre pied. Si par exemple, cette chaussette donne trop d'informations et vous devez toute la journée penser à la chaussette qui est contre votre pied, vous n'allez pas savoir vous concentrer sur le trafic quand vous êtes en voiture ou sur le boulot ou par rapport à la discussion avec votre interlocuteur. Donc, il faut absolument qu'il y ait un filtre d'information ici dans cette voie rouge et ça, c'est la fonction de cette voie bleue. Et c'est pour ça qu'on parle d'inhibition, c'est un peu ce filtre d'information. Il ne faut absolument pas que le cerveau reçoive tout et n'importe quoi comme information parce qu'alors on ne sait pas se concentrer. Et donc, dans le cadre de la douleur, si cette voie bleue fonctionne correctement, à certains moments, on va avoir une inhibition. Ça veut dire que l'information d'un message, par exemple, de danger, un message nociceptif, ça veut dire un message potentiellement dangereux, peut être bloqué par cette voie bleue. Et c'est un exemple que vous connaissez peut-être au quotidien. Vous avez un enfant, vous avez vous-même participé à une activité sportive, on va dire un match, et vous étiez dans l'adrénaline du match, vous étiez en train de vous concentrer, et dans la douche, vous apercevez le soir que vous avez un gros bleu sur la jambe. Il y a eu un coup direct entre quelqu'un de votre équipe et vous-même, et pourtant, vous n'aviez rien ressenti à la jambe pendant le match. Alors que si on voit un bleu, ça veut dire qu'il y a un hématome, ça veut dire qu'il y a eu un saignement, ça veut dire qu'il y a eu potentiellement un danger. Et pourtant, cette activité n'est pas arrivée jusqu'à votre cerveau, le cortex sensoriel, parce que vous n'avez rien senti. On part du principe que c'est à cause de cette voie bleue qui est activée, qui a bloqué l'information, parce que c'était important pour vous de vous concentrer sur le match et pas d'être perturbé par ce message de danger. Et donc, le corps ou le cerveau n'a pas produit de douleur. Tout simplement, pour faire très simple, parce que le message n'est pas arrivé jusqu'au cerveau. Et donc, on voit, par exemple, chez les sportifs de haut niveau, que cette voie bleue fonctionne excessivement bien. Donc, si on peut, dans un laboratoire, tester de façon expérimentale les sportifs de haut niveau et les comparer avec un groupe sédentaire, les sportifs de haut niveau vont être capables d'assumer beaucoup plus d'informations avant que ça les gêne, avant que ça devienne douloureux. Donc, en gros, on s'est testé de façon assez facile le seuil de la douleur. Ils vont avoir des seuils beaucoup plus élevés. Donc, on connaît bien chez des sujets sains l'importance de l'activité physique sur le fait de gérer la douleur. Je vous ai dit que cette voie bleue, elle pouvait aussi faire l'inverse. Et l'inverse, pour faire très simple, parce que je simplifie très fort, vous avez eu un exposé très précis la semaine passée. Ce que je vais faire ici, pour clarifier, essayer de clarifier une douleur d'un point de vue clinique, c'est très fort simplifié. Mais donc, pour faire simple, cette voie bleue peut faire l'inverse. Et si elle fait l'inverse, on va dire que c'est comme si elle amplifiait toute l'information qui était envoyée vers le cerveau. Et quand est-ce qu'elle va faire ça? Quand le corps est confronté à des situations de stress, de dépression ou d'émotions négatives, mais aussi par rapport à certaines peurs de bouger ou par rapport à certaines
comportement d'hypervigilance, ça veut dire de faire très attention à ce qu'on ressent, et on peut rajouter toute une série d'émotions et de comportements tels que la rumination. Tout ça sont des choses dont on sait que ça va influencer cette voie bleue, mais dans le mauvais sens. Ça veut dire qu'ils vont faciliter la transmission d'informations, et donc, rappelez-vous, toute information qui est envoyée vers le cerveau peut être considérée comme une information qui est dangereuse pour le corps et donc douloureuse. Et donc, chez des patients qui ont des grosses périodes de stress, qui ont des sentiments négatifs ou qui souffrent de dépression, qui ont peur de bouger, qui ont cette hypervigilance ou cette rumination, on voit que la douleur est beaucoup plus présente. Et ça a été mal compris il y a quelques années en pensant que la douleur, c'était quelque chose, ou la douleur chronique chez ces patients, c'était quelque chose qui se trouvait entre leurs deux oreilles. Alors, bon, j'ai des notions d'anatomie très relatives, mais pour moi, il y a une grosse structure entre les deux oreilles, et c'est celle que vous voyez ici en haut, c'est le cerveau. Donc oui, ce sont des produits du cerveau, mais on parle, rappelez-vous, entre autres du cortex préfrontal, où il y a cette activité quand on rumine, et des autres parties qui sont liées à la peur, l'anxiété, et qui vont faire que le corps est plus en alerte et va laisser passer beaucoup plus d'informations. Donc oui, on parle bien de facteurs psychologiques, mais non, la douleur n'est pas imaginée par le patient. Il y a vraiment un lien avec l'aspect biologique également. Je vais aborder de façon très brève tout ce qui peut mal se passer, et j'espère avoir des exemples très très simples, mais pour que vous compreniez que la physiologie de la douleur peut contenir des changements. Donc un patient peut, à cause de cette douleur qui est présente au quotidien, avoir un dysfonctionnement de ce système nerveux central et du cerveau. Et donc, on parle de mécanismes de douleur altérés ou d'une physiologie de la douleur qui est anormale, qui explique non seulement la douleur chronique, donc qui dure plus longtemps que sur base des processus de guérison, mais aussi la douleur extrême en intensité, ce qui est le cas de beaucoup de patients. Et donc, je vous ai parlé de cette voie ascendante qui va informer le cerveau d'un message de danger. Rappelez-vous, le message de douleur, c'est une interprétation du cerveau par rapport à un message. Donc la douleur, ça veut dire que le cerveau a travaillé. Mais on peut avoir une hyperactivité de cette voie rouge. Donc on peut avoir des patients chez qui cette voie rouge, au lieu d'informer uniquement le cerveau quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand potentiellement il y aurait un danger, mais cette voie rouge, elle commence à mener une propre vie et on a un cerveau qui est vraiment bombardé d'informations. Rappelez-vous, au plus d'informations que le cerveau reçoit, au plus que le patient va ressentir cette douleur. Au patient, on va expliquer ça en très bref et surtout en utilisant des métaphores, donc des exemples qu'il connaît bien. Donc la voie ascendante, cette voie rouge, ça devrait être un beau chemin tranquille dans les bois où il n'y a pas beaucoup de passages, qui est utilisé uniquement à certains moments. Et à cause de certains changements, de modifications dans le corps, cette voie ascendante, c'est devenu une autoroute, mais non seulement une autoroute où on peut aller beaucoup plus vite, mais c'est la E411 le matin, direction Bruxelles. Il y a plein de voitures qui sont sur cette voie, et donc toutes ces voitures vont aller informer le cerveau que potentiellement quelque chose de dangereux pourrait se passer. Donc ça donne un exemple au patient, ce qui se passe à l'intérieur de son corps et ce qui pourrait expliquer la persistance de la douleur et l'intensité des symptômes. Et donc ici, on a une image à gauche, la situation normale. Donc si vraiment il y a un risque de danger, votre cerveau va être alerté. Donc par exemple, vous voulez pendre un cadre et malheureusement, vous ne tapez pas sur le clou, mais vous tapez sur votre doigt. Le cerveau va tout de suite réagir et va dire « Ah, ça fait mal ». Peut-être qu'il y aura peut-être aussi l'une ou l'autre émotion en se disant « Mais zut, qu'est-ce que j'ai fait? Quel imbécile est-ce que je suis ?» Peut-être que cette émotion va mener à jeter le marteau par terre. Donc, il peut y avoir tout à fait une réaction perçue de la douleur, mais aussi des émotions et un comportement qui accompagnent cette douleur. Mais chez le patient avec des mécanismes de douleur altérés, vous voyez à droite que le cerveau est littéralement bombardé d'informations et toute cette information doit être interprété par ce cerveau. Et donc, vous comprenez bien que le cerveau, à un moment donné, il donne aussi des signaux de fatigue parce que tout ça, c'est très fatigant. Ici, vous avez une illustration, mais qui montre bien ce qui se passe dans le corps. Donc, on a
à la base très souvent un mécanisme de danger qui va informer le corps. Et donc, le corps va porter attention à ce stimulus, va essayer d'interpréter ce message et va avoir un comportement. Et c'est un processus qui est réglé aussi bien au niveau cognitif qu'au niveau émotionnel. Au niveau cognitif, pour vous donner un exemple, si vous avez des crampes abdominales que vous ne savez absolument pas cadrer, vous allez être beaucoup plus inquiet que si, en tant que femme, vous êtes en fin de grossesse et que vous savez que l'accouchement est imminent. Pareil pour des douleurs à la tête. Vous avez eu, par exemple, une soirée un petit peu arrosée la veille, mais c'est une douleur que vous connaissez. Vous savez qu'elle va disparaître après quelques heures. Et c'est moins inquiétant qu'une douleur qu'on ne connaît pas. Donc l'aspect cognitif, ça veut dire est-ce qu'on reconnaît la douleur. L'aspect émotionnel, c'est quelles sont les émotions qu'on a à ce moment-là. Mais donc on a un comportement. Et le comportement peut être influencé par le feedback qu'on a de notre entourage. Donc, typiquement, vous avez une première épisode de douleur au dos et vous avez un voisin qui vous dit « Oh, mais c'est pas grave, ça va passer. Surtout, je peux te donner un bon conseil, continue à bouger et tu vas voir, dans une semaine, tu n'auras plus mal. » Si c'est un voisin en qui vous avez confiance et que vous suivez ce conseil, peut-être que vous allez le faire et que vous allez, après quelques jours, avoir moins mal. Si votre voisine, par contre, vous dit « Mais oh, qu'est-ce qui te passe? Un problème de dos, tu vas plus jamais en savoir t'en débarrasser, tu vas pour le restant de ta vie souffrir, c'est une catastrophe, tu vas pas savoir travailler en tant qu'iné avec cette lombalgie. » Ça va peut-être vous inquiéter, vous allez voir quelqu'un d'autre qui va vous confirmer ça aussi. Donc, l'environnement peut influencer la façon dont nous pensons ou nous nous comportons face à cette douleur. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'un apprentissage ou learning en anglais, où le patient apprend quelque part, son corps a appris à réagir par rapport à un stimulus. Ce n'est pas toujours conscient. Et évidemment, tout ce processus est largement influencé par la culture, par la famille, par toute une série de facteurs. Et donc, dans certaines cultures, on va être on va beaucoup parler de la douleur, on va peut-être crier quand on a mal, alors que dans d'autres cultures, justement, on va se taire et on ne va pas parler de la douleur. Donc, on sait que la perception de la douleur, il y a une influence culturelle. Vous voyez ici aussi un aspect génétique. C'est parce qu'on est quand même de plus en plus convaincu que la transition entre la douleur aiguë et chronique pourrait avoir un lien avec certains éléments génétiques, mais on n'a pas encore très bien compris les mécanismes. Et il faut bien se dire que ce n'est qu'une petite partie de l'explication de la douleur qu'on ne peut pas changer pour l'instant. Donc pour l'instant, on n'a pas de traitement génétique pour la douleur, on en a pour d'autres pathologies, mais pas pour la douleur. Mais donc, il se pourrait que certaines personnes aient une prédisposition pour plus facilement ressentir des douleurs chroniques. Mais donc, vous voyez, comme c'est compliqué, comme il y a énormément de facteurs qui jouent un rôle, et pas seulement l'entorse de cheville ou l'irritation du nerf au début, ce qui a créé peut-être cette première douleur, mais donc, dans l'évaluation de la douleur, on va devoir vraiment aborder tous ces facteurs cognitifs, ces facteurs émotionnels, ces facteurs éventuellement culturels, le comportement, les attentes du patient, comment le patient a réagi par rapport à la douleur dans le passé. Donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué et qui est très personnel aussi. L'explication d'un patient ou l'histoire d'un patient va être totalement différent du vécu d'un autre. Certains patients ont vraiment du mal à croire que leur système nerveux et leur cerveau peuvent mal interpréter des informations. Je vous ai dit, la douleur, c'est une interprétation du cerveau par rapport à un certain stimulus. Et donc, les patients qui ont du mal à comprendre que leur cerveau peut se tromper, on fait un petit jeu avec eux et donc on leur montre ceci et on leur demande quelle est la différence entre les deux cases, la case A et la case B, et quasiment tous mes patients me disent la case A, c'est gris foncé, et la case B, c'est gris clair. Et quand on leur montre la même image, mais avec un point de référence qui est une ligne d'une couleur uniforme, on voit qu'il n'y a pas de différence entre la case A et la ligne verticale qui est notre référence, et la case B qui est la même couleur, mais on a une illusion, c'est une illusion optique, parce qu'il y a un shadow, en français c'est l'ombre du bloc vert qui va être
présent et qui va tromper notre perception. On a tellement l'habitude de voir l'ombre et ses jeux de couleurs et le damier qu'on reconnaît qu'on va très vite avoir la conclusion que A est gris foncé, le casier est gris foncé et la case B est gris clair. Mais ça, c'est parce qu'on a l'habitude, on reconnaît par exemple un damier dans cette image. Juste pour la petite expérience, j'ai parlé de la douleur l'année passée dans la classe de ma fille, tous des enfants de 10 ans, et eux n'étaient pas influencés par cette expérience. Donc là, ils m'ont tous dit, mais non, ça a la même couleur. Enfin, plus de la moitié m'a dit, ça a la même couleur. Alors que chez des adultes, très souvent, les adultes me disent, le B, c'est gris clair, et la case A, c'est gris foncé. Mais donc, notre cerveau peut vraiment se tromper, peut mal interpréter un signal. Et c'est pour ça que dans la douleur chronique, à un moment donné, le cerveau a tellement l'habitude de percevoir un signal qu'il perçoit comme étant dangereux, que même dans le cas de signaux non dangereux, donc par exemple simplement le toucher, va chez certains patients avoir comme réaction une réaction douloureuse. Alors que le stimulus, c'est un toucher, on n'a pas écrasé le doigt, on a fait une caresse du doigt, mais ça suffit pour donner une douleur. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que si le cerveau a appris à faire ces changements dans le cadre d'un entraînement, comme je vous disais, parce que c'est un apprentissage du cerveau, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quelque part désapprendre. On peut, grâce à la plasticité et du cerveau et du système nerveux central, quelque part créer des nouvelles connexions et réapprendre aux patients à réagir correctement par rapport à un stimulus. Ça prend du temps, donc ça c'est la moins bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a d'excellents résultats si les patients sont motivés et surtout adhérents au traitement. Ce sont deux paramètres qui sont très importants. Et donc, vous l'avez imaginé, l'activité physique, c'est une des choses qu'on peut mettre en place pour obliger cette voie bleue à faire sa bonne fonction, c'est-à-dire la fonction d'inhibition, c'est-à-dire quelque part bloquer toute cette information ou un maximum d'informations. Le principe étant toujours le même, si l'information n'arrive pas au cerveau, le patient va moins ressentir de douleur. Et donc, ça nous amène au vif du sujet, l'activité physique comme antidouleur. Donc, on parle bien d'une prise en charge de la douleur où l'activité physique en fait partie. Et il faut déjà commencer par dire que ce n'est pas toujours simple pour le patient. Le patient, avec sa douleur chronique, il voit beaucoup de gens. Et malheureusement, d'abord, on ne parle pas toujours la même langue, ce qui fait qu'un message peut être perçu comme contradictoire et que le patient, il ne sait plus quelque part où il en est et qui croire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a appris dans le passé, c'est qu'il faut faire très attention, il faut essayer d'avoir tous un discours qui va dans le même sens. Ça, c'est ce que le patient espère, c'est d'être débarrassé de sa douleur. Il est stressé et il aimerait être plus relax, mais quelque part, devant tous ces conseils qui se contredisent, le patient ne sait plus quoi faire parce que si le kiné dit qu'il doit bouger et que le médecin a dit attention, votre colonne vertébrale, il y a quand même une hernie discale, je ferai quand même un petit peu attention à ce que vous avez. Ou dans le cadre d'un processus de vieillissement, vous n'avez plus 20 ans, donc votre colonne vertébrale ne peut plus faire la même chose qu'à 20 ans. Tous ces messages peuvent porter à confusion et le patient peut croire qu'il ne peut plus faire d'activité physique. Et donc, parfois, le patient a vraiment l'impression que les professionnels de santé se contredisent et ils sont un peu confus. Mais donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions pour la douleur chronique. On va expliquer aux patients. On va d'abord évidemment faire une bonne évaluation pour voir quels sont les facteurs qui jouent un rôle, mais on comprend aujourd'hui, en 2021, beaucoup mieux la douleur qu'il y a 20 ans. Et donc, on va essayer de suivre le patient et d'être un conseiller pour essayer de l'envoyer dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction de la plasticité et donc de la guérison. Évidemment, ce qu'il faut faire pour ça, c'est voir quelles sont les priorités. Je vous ai expliqué les 3 patientes avec des crampes abdominales aiguës qui se présentaient en urgence. C'est la même chose chez 3 patients avec des douleurs au dos ou 3 patients avec des douleurs au genou. Chez certains patients, il y a des peurs ou des croyances qui sont fausses et qu'il faut rectifier. Chez d'autres, c'est l'activité physique qu'il faut promouvoir. Et chez un troisième, c'est un sportif de haut niveau, il faut un petit peu le calmer. Et donc, c'est comme pour dans un régime alimentaire. Oui, on peut donner le même conseil à tout le monde, c'est-à-dire de diminuer les cornflakes de 10% le matin pour essayer de perdre du poids, mais ça n'a aucun sens si le patient mange 2 Snickers sur sa matinée. Alors, la priorité, c'est vraiment d'éviter les 2 Snickers
sur la matinée, sachant qu'il y a beaucoup plus de calories dans un Snickers que dans des cornflakes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a aussi appris les dernières années, c'est qu'il faut une prise en charge individuelle et voir ce qui est important dans l'explication de la douleur au patient, mais aussi voir si le patient accepte ce traitement. Si le patient accepte de diminuer ses cornflakes, mais pas les Snickers, on a un souci et il faut revoir avec le patient la durée du traitement parce que ça va prendre beaucoup plus de temps. Quels sont les outils qu'on a dans la prise en charge de la douleur? Et donc, tout d'abord, c'est cette prise en charge non pharmacologique qui consiste à, entre autres, promouvoir l'activité physique. Et donc, on a ici une collaboration très souvent entre un kinésithérapeute et éventuellement un psychologue ou un psychothérapeute. On a parlé de fausses croyances, on a parlé de fatigue, on a parlé de stress, on a parlé d'émotions négatives et tout ça peut être des gros freins pour avoir un traitement actif. Et donc, c'est vraiment dans le cadre de la douleur chronique, c'est cette collaboration entre le kinésithérapeute et le psychologue qui est important. C'est quelque part comme si un patient veut conduire, veut faire avancer une voiture, mais a les deux mains sur le frein à main et dit, elle n'avance pas cette voiture. Ah non, parce qu'il y a des freins, vous avez, avec la main, vous êtes en train d'actionner le frein à main. Et donc, on s'est rendu compte aussi que l'aspect psychologique dans cette prise en charge est ultra importante et parfois, c'est vraiment la priorité numéro 1 avant de faire un traitement actif. Et c'est pour cette raison que nous avons le professeur Frédéric Tellier qui va aborder ça demain, entre autres, dans sa présentation. Ce qu'on va aussi devoir faire, c'est expliquer la douleur. Donc, on va expliquer au patient d'où vient cette douleur et expliquer que l'activité physique n'est pas une contre-indication, mais une nécessité absolue s'il veut aller mieux. Et donc, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un traitement actif qu'on va combiner avec un style de vie sain et éventuellement combiner avec des techniques de kiné. Alors, évidemment, en tant que scientifique, je pourrais vous raconter n'importe quoi, mais je dirais l'avantage, enfin, ou le désavantage, comme on veut, c'est qu'un scientifique ne va jamais raconter quelque chose sans avoir une source pour référer. Et donc, si vous me demandez, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu es sûr que ça fonctionne? Ben oui. Et donc, je voudrais parcourir avec vous ce papier qui, entre-temps, a 10 ans. Il faut vous imaginer que c'était une révélation il y a 10 ans. Ils ont pris toutes des études qui ont été effectuées chez des patients avec des douleurs chroniques, des traitements, des interventions qui avaient été effectuées pour voir quels étaient les prédicteurs d'un traitement positif. Donc, en gros, on a regardé chez les patients qui allaient mieux après le traitement, quels étaient les éléments qui étaient importants dans le traitement. Et vous voyez 4 éléments, et donc, sans surprise, l'activité physique, c'est le point numéro 1. Et donc, rappelez-vous, l'activité physique, elle va non seulement avoir évidemment un effet au niveau local. Donc, si vous avez un patient avec une arthrose du genou et que vous faites des exercices, c'est sûr qu'il va y avoir aussi une augmentation de la force musculaire, de la mobilité, de la stabilité, du contrôle du mouvement. Mais on sait que ça ne fait pas énormément d'effet dans la prise en charge de la douleur. Ça peut améliorer la fonction du genou, mais pas tellement la douleur. Par contre, l'activité physique va pouvoir permettre à cette voie descendante de faire sa fonction, c'est-à-dire de bloquer un maximum les informations qui montent vers le cerveau. Et donc, encore une fois, dans le souci de vous convaincre que ce message que je porte n'est pas mon message, mais qui est vraiment un message qui est porté par la littérature internationale, ici, vous avez donc dans le titre « Exercise-Induced Hypoalgesia ». Donc, ça veut dire une hypoalgésie. Algésie, ça veut dire ça fait mal, et hypo, ça veut dire ça fait moins mal, induite par l'exercice. Et alors, a meta-analysis of exercise for the treatment of chronic pain. Donc, méta-analyse, ça veut dire qu'on va pas simplement se concentrer sur une étude, mais sur toutes les études qui ont été effectuées. Et comme ça, on peut mettre ensemble des milliers de patients, des données de milliers de patients pour voir ce qui fonctionne. Vous avez ici une autre étude, de nouveau, Hypoalgesic Effects of Exercise, a Meta-Analytic Review. Donc, on a vraiment plein d'études qui prouvent que faire de l'activité physique avec des patients, que ce soit des patients chroniques ou des sportifs de haut niveau, ça va vraiment avoir une influence sur cette voie descendante et sur le ressenti de la douleur. Et donc, ici, on a tellement d'études qui ont évalué le bienfait de l'exercice que l'étude Cochrane, c'est un journal spécifique où on parle que d'études qui ne sont pas des études d'un groupe de chercheurs, mais qui reprennent vraiment toutes les études qui existent. Et ici, on a
un overview of Cochrane Reviews. Donc, on a déjà, au-dessus de toutes ces méta-analyses, on a quelque chose qui regroupe ça. Et donc, on peut vraiment se dire qu'on peut avoir confiance dans ces résultats et que c'est vraiment la vérité et pas un mythe que l'activité physique et l'exercice sont une option pour la douleur chronique dans le cadre de la gestion de la douleur. Alors, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un truc qu'on avait oublié de regarder, c'est si les patients faisaient leurs exercices. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de plus en plus d'avoir un aspect fun, un aspect drôle dans le traitement par exercice. Et donc, c'est pour ça que dans certains groupes, on parle même de jeux, de gaming, où on va essayer d'avoir un programme pour vraiment améliorer l'adhérence au traitement. C'est un peu comme un régime. Si la diététicienne vous donne des instructions et que vous les mettez dans votre tiroir et que vous faites juste la même chose qu'avant, vous n'allez malheureusement pas perdre du poids. C'est pareil pour l'exercice. Si vous ne faites pas les exercices ou l'activité physique comme ce qui vous est prescrit, ça ne va pas faire de l'effet à longue durée. Et donc ici, c'est une étude en un papier publié par mes collègues que je salue. Stop only advising physical activity, donc arrêtez de simplement conseiller l'activité physique. Et ça, c'est dans une population très particulière, les patients souffrant d'hémophilie, c'est-à-dire ils ont des articulations complètement abîmées à cause de saignements. Et donc, le conseil des collègues, c'est arrêter de conseiller en disant à vos patients, oui, mais voilà, si vous voulez, hein, soyez un petit peu actifs, ce serait mieux pour vous. Ils le disent, prescribe it now. Ça veut dire, faites une prescription. C'est super important que les patients le fassent. Alors, si même les patients hémophiles ayant des articulations complètement abîmées doivent faire des exercices, tous les autres troubles neuromusculo-squelettiques, c'est pareil. Et donc, un des personnes assez connues aux États-Unis a eu cette phrase: si l'exercice pouvait être condensé dans une petite pilule ou un médicament, ce serait le médicament le plus souvent prescrit et le plus efficace dans la nation, c'est-à-dire les États-Unis. Donc, de là, la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas mettre ça dans un médicament et qu'il faut le faire. Donc oui, vous allez être fatigué ou vous allez un petit peu transpirer à cause de ces exercices, mais il y a vraiment un effet positif à la fin. Ici, on a les recommandations de l'Organisme mondial de la santé. Et donc, ils font 3 catégories, les enfants et les adolescents, les adultes et les seniors. Pour les adultes et les seniors, c'est fort similaire. On parle de 150 minutes d'activité physique avec une intensité modérée. Donc, ça veut dire la marche, le vélo à vitesse normale, ou bien 75 minutes d'intensité soutenue. Ça, c'est vraiment en fait une course à vélo, une course à pied. C'est le minimum par semaine. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à ces intensités-là. Et en plus, il faut faire vraiment des exercices de force, donc d'endurance, mais de force, au minimum 2 fois par semaine. Si vous avez plus de 65 ans, on conseille également des exercices d'équilibrage pour éviter les chutes. Mais donc, c'est vraiment un gros programme. 150 minutes, c'est plusieurs heures où il faut être actif au quotidien, et ça, chaque semaine. Dans le souci d'être complet, je vous parle juste un instant des 3 autres aspects qui étaient repris dans cette grosse étude, et vous allez aussi comprendre la logique. Donc, l'activité physique va permettre d'activer cette voie bleue dans son mode d'inhibition. Mais donc, évidemment, si chez le patient, il y a une dépression où il y a ce qu'on appelle en anglais pain catastrophizing, ça veut dire la rumination, ça veut dire chaque fois penser aux effets négatifs de la douleur sur son quotidien, mais ça va faire la même chose, ça va activer cette voie bleue dans le mauvais sens. C'est pour ça qu'on doit faire attention à ces facteurs également. Et donc ça rappelle ce que j'avais dit avant, c'est que ces choses-là vont quelque part grand ouvrir la porte dans cette corne dorsale et toute information va être envoyée au cerveau et c'est ce qu'on ne veut pas. Et finalement, ce qui est aussi important, c'est la croyance du patient qu'il peut le faire, qu'il peut changer quelque chose lui-même. Et de là, l'importance d'avoir un bon dialogue avec le patient. Si le patient il a l'impression qu'il est devant une montagne et qu'il ne va jamais savoir le faire, évidemment, il ne va pas être adhérent au traitement. Et donc, la confiance que le patient a dans ses propres capacités, ça, c'est aussi vraiment très important pour la suite. Alors, on parle donc de l'activité physique comme antidouleur. Je vous ai expliqué la théorie et maintenant, je vais aborder la pratique. Parce qu'en théorie, c'est bien, mais en pratique, malheureusement, alors, à gauche, vous avez ma maman qui fait tous les jours ses exercices de stretching.
Et donc, bon, elle, évidemment, elle a été à bonne école. Je l'ai motivée de faire tous les jours de la marche, de l'endurance, du stretching et tout. Mais pas tout le monde est aussi motivé que ces 3 patients sur ma slide. Je salue mes collègues. Mais il faut vraiment essayer de faire comprendre aux patients que c'est une chance de pouvoir changer. Donc, parce que l'activité physique, c'est un bon antidouleur, mais c'est aussi quelque chose d'ultra efficace pour toute une série de choses. On va parcourir ensemble. Donc, si on suit les recommandations de l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, l'OMS, pardon, si on fait cette activité physique régulière, 20 à 30% de risque en moins d'être dépressif ou de souffrir de démence. Au plus âgé qu'on est, je pense, au plus intéressant que ça devient. Bon, on a parlé de la lombalgie, des douleurs. Messieurs, 30% de risque en moins pour le cancer du côlon. Mesdames, 20% pour le risque du cancer du sein, qui touche quand même, entre nous soit dit, 1 sur 9 femmes. Donc, si on peut réduire ça de 20%, c'est quand même pas mal. On a les problèmes cardiovasculaires, on a l'arthrose, on a les chutes, on a un pourcentage de graisse qui est plus faible si vous avez une activité physique d'intensité pas trop élevée, donc typiquement la marche, et les problèmes cardiovasculaires tels que le syndrome métabolique ou le type 2 du diabète. Et donc, toutes ces pathologies combinées font que la mortalité est moins... vous avez une espérance de vie plus grande si vous êtes actif. Évidemment, c'est parce que l'activité physique va réduire le risque d'autres pathologies qu'il y a un effet sur la mortalité, hein, on est bien d'accord. Mais donc, quand même, c'est important et ne fût-ce que 10 minutes de marche vraiment à rythme sportif tous les jours va être bénéfice. Va faire un bénéfice. Donc, on parle de 150 minutes par semaine, mais si vous faites déjà 70, ça a déjà un effet. L'effet n'est pas aussi grand, mais il y a déjà un effet. Donc, ça, c'est aussi la bonne nouvelle. Et donc, vous comprenez mieux l'importance vraiment d'avoir un traitement certainement dans la douleur chronique où, quelque part, le kinésithérapeute et le psychologue ont un discours similaire qui va vraiment essayer d'amener le patient à changer son comportement, à inclure l'activité physique. Ça peut lui faire peur, ça peut au début, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'activité physique, augmenter un petit peu la douleur les premiers jours parce que le patient n'a plus l'habitude de bouger, mais au long terme, le patient va avoir une diminution de la douleur et une meilleure fonction. Et donc, c'est vraiment ça ce qui nous aide à sortir de ce cercle vicieux de la douleur. Vous imaginez bien qu'on ne fait pas ça seul. Dans certains cas, on va avoir besoin non seulement de médicaments, je vais en parler tout de suite, mais peut-être aussi de la chirurgie. Certaines arthroses du genou sont douloureuses, mais sont tellement invalidantes qu'on va procéder à une opération. Donc, je n'ai pas dit que l'activité physique était l'unique traitement. Il faut toujours être conscient qu'il y a différentes possibilités. Mais même après l'opération, l'activité physique est un des traitements à conseiller. Mais donc, on est dans une prise en charge très souvent multidisciplinaire et une bonne communication, évidemment, avec les patients, mais entre les professionnels de santé est vraiment très importante. Très bref, alors, la prise en charge pharmacologique. Pour la douleur, on a ce qu'on appelle pain ladder. Ça veut dire comme une échelle de la douleur. Donc, on va commencer par des médicaments que vous connaissez tous, le paracétamol, les anti-inflammatoires. Si vraiment la douleur ne disparaît pas, on peut rajouter un opioïde faible. Et si vraiment ça ne va pas mieux, on peut ajouter un opioïde sévère. Maintenant, tout ça n'est pas anodin. Donc, beaucoup de patients ont des effets secondaires importants de ces opioïdes. Et donc, parfois, aborder les effets secondaires, paradoxalement, va faire bouger le patient parce qu'il n'a pas tellement envie d'être constipé, d'avoir tous ces effets secondaires et que, oui, c'est plus simple de prendre un médicament, mais non, ce n'est pas anodin. Donc, l'aspect pharmacologique peut certainement aider. Parfois, on va combiner avec l'activité physique, mais faites attention aux effets secondaires des médicaments qui sont vraiment très, très, très fréquents, certainement quand on va dans la 2e et la 3e étape dans la prise en charge médicamenteuse de la douleur. Dans la chirurgie, là aussi, il y a des bonnes avancées, heureusement. Entre autres, pour l'arthrose, on a des prothèses de genoux qui fonctionnent très bien. On a d'autres types de traitements invasifs. Malheureusement, par exemple, par rapport à la lombalgie, on n'a pas ces résultats. Donc, le traitement d'une articulation n'est pas un autre. Et donc, là où on a de bons résultats pour la hanche et les genoux,
En orthopédie, c'est beaucoup moins le cas dans les lombalgies et les problèmes du bassin. Et donc là, on va plus facilement prescrire l'activité physique pendant plus longtemps pour vraiment éviter ces opérations. Donc, pour résumer, on avait 4 éléments qui étaient importants dans la prise en charge de la douleur, c'est-à-dire l'activité physique, la dépression, la catastrophisation ou la rumination et la croyance dans ses propres pouvoirs. Évidemment, le contexte va jouer un rôle. Bien sûr qu'on va faire attention à tous les facteurs psychologiques qui peuvent avoir une influence sur la douleur, mais qui vont être gérés par quelqu'un d'autre que, par exemple, le kiné ou le coach sportif. Mais donc, on va vraiment pousser le patient à être plus actif, à faire des exercices. Et l'adhérence au traitement est tellement important qu'on va devoir aborder ça avec le patient parce que ce n'est pas quelque chose qu'il va faire pendant quelques semaines et puis fini. C'est vraiment quelque chose qu'il va devoir maintenir au quotidien. Quels sont les messages importants pour vous pour retenir de cette présentation ? La mauvaise nouvelle, c'est que le nombre de patients qui souffrent ou qui vont souffrir de douleurs chroniques va augmenter, non seulement avec l'âge, mais aussi avec cette fameuse maladie de Covid qui empoisonne la vie de tout le monde. Qu'à côté de la douleur, on a une autre pandémie, c'est-à-dire celle de l'inactivité. On est online derrière notre ordinateur, mais surtout assis toute la journée. On est dans la voiture. On n'a pas toujours une vie active au sens propre du terme, donc au niveau activité physique. Donc, le style de vie qu'on a actuellement est très inactif. Et donc, on parle bien des 50 nuances de gris dans l'évaluation de la douleur parce qu'on peut avoir des extrêmes, mais on a toute une série de différences entre les deux. Et c'est pour ça que j'ai réabordé l'évaluation de la douleur pour vous montrer, pour vous expliquer à quoi il faut faire attention, sachant qu'un patient n'est pas l'autre. Et donc, l'exercice qu'on va faire avec le patient, c'est comme je vous disais, c'est pas essayer de se focaliser sur une cause de la douleur, mais sur tous les possibles facteurs qui contribuent à la douleur. Et donc, on parle parfois d'endommagement tissulaire, parfois on a une inflammation, mais on a aussi ce déconditionnement, on a ces facteurs psychologiques, on a un style de vie, et tout ça va pouvoir maintenir la douleur une fois qu'elle est là. Et donc, la prise en charge de ces douleurs ne va pas uniquement se focaliser sur la structure comme on le faisait avant. C'était très simple. Ici, j'aurais pu mettre surgery ou opération. On enlève la partie arthrotique de l'articulation, on remplace par une autre et pouf, c'est fini. C'est pas aussi simple que ça. Donc, on va vraiment essayer avec le patient de voir ce qui contribue à sa douleur et quels sont quelque part les ports de sortie. Et donc, chez certains patients, on va chez tous les patients, l'activité physique va être importante, mais chez certains patients, la prise en charge psychologique va prendre plus ou moins de place. Chez d'autres, il va y avoir un style de vie. Chez encore certains, on va quand même envisager l'opération ou une aide orthopédique pour favoriser la guérison. Mais donc, c'est une prise en charge tout à fait individuelle en fonction de ce qu'on a vu dans l'évaluation. Alors, l'activité physique, on en a parlé dans le cadre de l'antidouleur, mais chez certains patients, malheureusement, ils sont actifs physiquement uniquement pendant les périodes où ils ont mal, et puis après, ils retombent dans leur ancien style de vie inactif. Donc, on va essayer d'un peu plus les convaincre en essayant de mettre l'accent sur toutes les autres pathologies qu'ils peuvent éviter en restant actifs. Et donc ici, vous avez un quote ou une boutade. Ceux qui n'ont pas le temps de faire certains exercices ou d'être actifs physiquement vont devoir trouver le temps pour gérer leur maladie. Je pense que c'est un peu cynique, mais je pense que c'est correct comme citation. Et donc, j'espère que cette présentation va vous inciter à un changement, d'être actif au niveau physique plus souvent si vous n'arrivez pas à ces 150 minutes par semaine, parce que ça va influencer la douleur, mais ça a tellement de bons effets, je dirais, sur le corps que c'est tellement dommage de passer à côté. Je pense que vous avez la grande chance de pouvoir assister à la conférence du professeur Frédéric Tellier demain. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai su montrer que la moitié de l'histoire au niveau clinique, donc c'est-à-dire l'activité physique. Mais vous avez compris, je pense, sur base de la présentation aujourd'hui, à quel point cette
important d'inclure cet aspect psychosocial, ces fausses croyances, ces peurs, ce stress, ces émotions négatives qui vont faire que l'intensité de la douleur est augmentée ou la douleur est maintenue, et c'est le cas dans beaucoup de patients chroniques. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier de votre présence et je voudrais aussi remercier toute l'équipe Interreg, les collègues avec qui c'est un réel plaisir de collaborer, ainsi que les collègues à l'université.